On m'a beaucoup reproché d'avoir procédé médiatiquement en baptisant ainsi ma théorie. Ce n'était pourtant pas mon intention. En fait, il existe une réelle unité dans ma réflexion. Je ne l'ai perçue que plus tard, après y avoir beaucoup pensé sur le plan philosophique. Théorie des catastrophes, cela faisait image. Mais mes catastrophes ne ressemblent pas à cela. Le passage du jour à la nuit, les phases de la lune, la rencontre d'un mur et d'un plafond, un pli, une fronce, un battement de cœur, une vague déferlante, les transformations d'un embryon, un bord de table, sont des catastrophes selon René Thom. Mais comment est-on amené à s'intéresser à un coin de table quand on est mathématicien? Par le goût d'expliquer. Oui, mais d'où vient le goût d'expliquer? C'est une région assez particulière parce que c'est une région de passage. Au nord, il y a le massif des Vosges, au sud, la chaîne du Jura. Et entre les deux, un seuil, que les géographes appellent le seuil de Bourgogne, qui fait à peu près 50 km de large, si on va de sommet à sommet, peut-être même un peu moins, 40 km. Alors, par ce seuil, au cours de l'histoire, tous les envahisseurs venus de l'Est ont déferlé, et évidemment, ça a laissé un certain nombre de traces dans la région. Alors, vous avez passé une partie importante de votre enfance dans cette région? Pratiquement jusqu'à 16 ans, jusqu'au baccalauréat. Le baccalauréat, d'ailleurs, a coïncidé, disons, la première partie du baccalauréat, si je ne me trompe pas, ça a coïncidé avec le début de la guerre, quoi, plutôt. J'ai passé la seconde partie, oui, c'était pratiquement la guerre, et le baccalauréat de philo, un peu plus tard, réfugié à Lyon. Ce sont des souvenirs un peu pénibles, à certains égards. Vous dites que vous avez aussi passé le bac philo, mais que je sache, vous êtes devenu mathématicien. Oh, le problème était que la filière se divisait après le baccalauréat de première partie. Il fallait choisir entre mathélème et philo. Et comme j'étais bon en maths, je m'intéressais beaucoup à la géométrie euclidienne. Tout le monde m'a conseillé de choisir les mathématiques, ce que j'ai fait. Puis la philo, je l'ai fait par raccro. D'ailleurs, je n'ai eu que la mention bien en philo. D'ailleurs, pas plus d'ailleurs en maths, d'ailleurs. Je n'étais pas un aigle absolument remarquable du point de vue des résultats scolaires. Mais enfin, j'étais bon pratiquement en toutes les disciplines. Oui, oui. Et la vocation dans tout ça? La vocation, elle s'est présentée surtout par le goût
de la géométrie, la vieille géométrie euclidienne, comme on en faisait autrefois. Les cas d'égalité des triangles, les problèmes de construction de triangles, etc., etc. C'était une très bonne discipline pour l'esprit, et j'aimais beaucoup ça. L'algèbre, je n'aimais pas beaucoup. Dans le secondaire proprement dit, il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas? J'ai eu quand même un premier choc quand un jour notre professeur de mathématiques en classe de 5e nous a dit qu'on pouvait calculer le nombre pi. Ça m'a paru tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Parce que je m'imaginais toujours que pour calculer le nombre pi, il fallait prendre une ficelle et l'enrouler autour d'une boîte cylindrique et mesurer la longueur du périmètre. Mais en fait, on apprend plus tard à calculer le nombre pi, mais pour ça, il faut aller au moins jusqu'en classe de mathématiques supérieures, en hypotaupe, pour trouver la première formule qui donnerait la valeur de pi. Ceci coïncidait avec la guerre, donc il y a eu une période dans l'année 40 où j'avais quitté Montbéliard et j'ai échoué d'abord en Suisse, ensuite chez une amie de ma mère à Lyon, où j'ai passé le bac de philo justement, et puis ensuite je suis revenu chez mes parents en franchissant clandestinement la ligne de démarcation de la zone interdite. C'était d'ailleurs assez impressionnant. Il fallait s'embarquer sur une petite barque en pleine nuit, et on traversait la Loue, et ensuite on allait prendre le train sur la ligne en face. C'est un souvenir qui m'est resté. Bon, je suis entré à l'école normale en 43, puis là, la carrière s'est déroulée de manière à peu près toujours comme mathématicien. J'ai intéressé beaucoup le professeur de l'époque, qui était M. Henri Cartan, qui est maintenant mon confrère à l'Académie. Et c'est grâce à son appui que j'ai pu entrer au CNRS, ensuite le suivre à Strasbourg, où il a fait un séjour de 2 ans, je crois. Et c'est là que j'ai commencé mes recherches en mathématiques. Oui, mais comment passe-t-on des études supérieures, somme toute classiques, au métier de chercheur? Il y a quand même un sentiment presque d'excessive liberté, n'est-ce pas? Quand on vous débarque dans un poste de chercheur, fût-ce au premier degré, on perd toujours beaucoup de temps à chercher sa voie, parce que on peut s'attaquer à des problèmes connus, mais en général les problèmes connus et qui ne sont pas résolus sont très difficiles. Alors il vaut mieux s'orienter du côté disons, des disciplines neuves, parce que les disciplines nouvelles apparues récemment n'ont pas encore réellement défriché leur terrain, et on ne connaît pas vraiment les questions. On ne fait pas réellement la distinction entre les questions difficiles et les questions simples. Et c'est au fond pour cette raison que j'ai choisi de faire de la topologie. Parce que vous étiez plus intéressé par les rapports entre le local et le global, en mathématiques d'ailleurs comme dans les sciences de la nature. Ça, c'est une chose évidemment que j'ai découvert plus tard quand je me suis intéressé à la biologie. Le grand problème de la biologie, c'est le rapport du local au global. En connaissant l'organisme, pourquoi y a-t-il des organes? Pourquoi les organes ont telle propriété en tel point et pas tel autre, etc. C'est ça le grand problème. Donc, le problème du rapport du local au global est un problème qui est philosophique essentiellement, qui a rapport à l'étendue. Et ce problème, c'est l'objet de la topologie. La topologie, c'est essentiellement l'étude des moyens de faire la jonction entre une situation locale connue et une propriété globale à trouver, ou réciproquement. Connaissant une propriété globale de l'espace, trouver les propriétés locales autour de chaque point. Donc il y a une espèce d'unité méthodologique profonde entre topologie et biologie.
couper, projeter sont deux opérations essentielles pour analyser et comprendre une forme. Avec une ligne aiguille, vous coupez à une dimension et vous gardez en mémoire les points de coupe. Avec un plan lame, vous coupez à deux dimensions et vous gardez en mémoire les lignes de coupe. C'est une tomographie. Et à trois dimensions, vous prenez une carotte comme en géologie. Quant à la projection, elle donne à voir l'objet sous tous les angles, qu'il tourne sur lui-même ou que l'on tourne autour. C'est d'ailleurs ainsi que cela se passe sur notre rétine. Sur notre rétine, comme sur un écran, la projection tournante, si le tore est transparent, laisse apparaître ce genre de dessin qu'on appelle singularité. La théorie de Morse, c'est une théorie qui s'efforce de déterminer la topologie d'un espace à partir des singularités, des fonctions qui sont sur cet espace. Alors là, on peut faire de beaux graphiques. Prenez une chambre à air, n'est-ce pas? Ça, la chambre à air, c'est le produit de deux cercles au point de vue topologique. Le parallèle et le méridien, ce qu'on appelle aussi le tore. Et cette chambre à air, vous pouvez la mettre dans un plan vertical et vous regardez la fonction hauteur sur cette chambre à air. Alors parmi les points qu'on doit considérer sur la chambre à air, il y a ce qu'on appelle les points réguliers, où on peut monter sans difficulté, monter et descendre sans difficulté, et puis les points où on ne peut pas monter ou descendre sans difficulté, qui sont les points où le plan tangent à la chambre à air est horizontal. Ces points où le plan tangent à la chambre à air est horizontal, ça s'appelle les points critiques de la fonction. Ce sont les points où on ne peut pas faire varier la fonction de manière simple, linéaire par rapport au déplacement. Alors vous pouvez faire un effort d'imagination et vous demander si j'ai un pneu bien gonflé et si je le pose verticalement, pratiquement dans un plan vertical, combien de points critiques j'ai pour la hauteur. Réfléchissez un peu, et bien vous verrez qu'il y en a un qui est plus bas, c'est là où le pneu touche le sol, et puis vous aurez un point où vous aurez, si j'ose dire, l'anneau du dessous du pneu qui donne à ce qu'on appelle un point col ou un point selle, la configuration d'un col en montagne. Ensuite, pour la branche du dessus du tore, vous aurez un autre point col, et puis tout en haut, vous aurez le maximum. Les singularités correspondent au point où il se passe quelque chose. Si on a numéroté les altitudes des coupes, on voit qu'ici les singularités sont en 1, 4, 6 et 9. Cette configuration est l'essentiel, toute la théorie de Morse, si j'ose dire, est dans l'étude des configurations de points critiques d'un espace. Alors là, pour le tore, il y a un minimum, il y a 2 points col et un maximum. Au contraire, si vous prenez, disons, un ballon de football et vous le posez sur un plan horizontal comme cette table, vous aurez seulement 2 points critiques. Le pôle sud, si j'ose dire, qui touche la table, et puis le pôle nord qui est le point le plus haut. Et là, c'est un minimum de la fonction et un maximum. Il n'y a pas de point col. L'existence de point col est liée au fait que la surface n'est pas convexe. Au voisinage d'un col, la surface n'est pas convexe. Est-ce que vous voyez ça? Pour comprendre un peu mieux la technique de la théorie de Morse, découpons une patate en rondelles numérotées. Si nous connaissons l'ensemble des rondelles et la manière de les garder les unes sur les autres dans l'ordre, eh bien, nous serons capables de reconstituer la patate.
Mais nous pouvons aussi faire la même chose avec une patate molle. Chaque rondelle contient au plus une singularité qui détermine la forme. Évidemment, là c'est simple, on n'a découpé que quelques rondelles. Mais la théorie de Morse peut s'appliquer en toutes dimensions. C'est l'idée de base. La métrique ne joue qu'un rôle d'instrument, seul compte la topologie. En soi, l'idée est naturelle. L'espace peut se construire comme un puzzle, mais un puzzle simplifié. C'était la vieille formule de Descartes. Il s'agit de tout réduire à des situations assez simples pour qu'elles puissent être décrites. Cela revient à reconstruire le complexe avec du simple, ce que l'on fait aujourd'hui de manière systématique quand on décompose une forme en pixels. Toute forme devient un bloc de pixels. Toute l'unité de mon travail tourne autour de la notion de bord, car la notion de cobordisme n'en est qu'une généralisation. La notion de bord me paraît d'autant plus importante aujourd'hui que je m'intéresse à la métaphysique aristotélicienne. Pour Aristote, le bord est principe d'individuation. La statue de marbre est matière dans le bloc d'où le sculpteur l'a tiré, mais c'est son bord qui définit sa forme. Deux points sont le bord d'un intervalle ou segment, et le cercle est le bord d'un disque. Prenez par exemple la sphère. La sphère est une variété de dimension 2, plongée usuellement dans l'espace à 3 dimensions. La sphère, c'est Bourbaki qui nous l'a enseigné, ou plutôt qui nous l'a imposé. La sphère est le bord de la boule. Si vous avez une boule comme dans un jeu de boules, une boule de pétanque, c'est un volume tridimensionnel. Et ça s'appelle la boule. Mais la surface de la sphère, la surface de la boule, c'est une sphère. Alors quand on dit le volume de la sphère, pour les bourbakistes dont je suis, c'est une aberration. Le volume de la sphère, c'est 0, parce que c'est une surface et elle n'a pas de volume. Par contre, la boule, elle a un volume, qui est 4/3 de pi r3. Le volume de la sphère est égal, si je sais le faire, à 4/3 de pi r3, même si la sphère est en bois. La sphère est le bord de la boule, et 3 cercles font le bord de ce pantalon qui va bientôt nous servir. On pourrait dire encore que le cobordisme est l'art d'arrondir les angles en toutes dimensions. C'est, si vous voulez, une façon de remplacer le complexe par du simple. On peut le montrer à partir d'un cône, par exemple. Un cône arrondi devient cela. 2 cônes peuvent devenir ceci ou cela. En fait, le cobordisme est un prolongement de la théorie de Morse. La partie du tore située entre 2 courbes de niveau est un cobordisme entre ces 2 courbes. Le cobordisme, c'est le pantalon. 2 courbes sans bord sont cobordantes s'il existe une surface dont le bord est la réunion de ces 2 courbes. Par exemple, ces 2 courbes sont cobordantes par le pantalon. Du point de vue des applications, justement, c'est intéressant. Ici, j'emploie le mot application non pas au sens mathématique, mais au sens application industrielle, je dirais. Application à des problèmes concrets. En effet, ce qui importe souvent dans la nature, c'est pas tellement de connaître tout ce qui peut se passer, mais c'est de connaître ce qui se passe le plus souvent. Et là, c'est une idée que je n'ai retrouvée que chez Aristote. Aristote a créé sa physique en disant il ne faut pas s'intéresser à tout ce qui peut se passer, la science ne s'occupe que de ce qui se passe le plus souvent. Les accidents, on les laisse de côté parce qu'on ne sait pas, on ne pourra jamais faire un catalogue complet de tous les accidents. C'est la même chose pour les singularités d'une application, à mon sens. Il y a un catalogue des singularités qu'on obtient presque toujours, qui est fini,
Et alors, à côté de ça, il y a des singularités pathologiques, dont certaines sont très importantes d'ailleurs, comme l'application constante, l'application qui envoie tout sur un point. C'est une application très importante aussi, mais elle est extrêmement pathologique. Il y a là une espèce de contradiction, je dirais, entre le formalisme mathématique, qui lui aime bien le zéro, parce que le zéro, c'est l'individu le plus agréable, parce qu'il ne fait rien, n'est-ce pas? Et au contraire, la nature, qui, elle, pense constamment à se manifester de manière assez chaotique et irrégulière, et pour lequel, par conséquent, les équations ne sont pas l'instrument adéquat. Alors, c'est un dilemme philosophique que je laisse de côté pour le moment, bien que ça joue un grand rôle, justement, dans la réception de la théorie des catastrophes, cette affaire-là. Donc, j'avais énoncé ce catalogue fini de singularités qui se présentent presque toujours, et j'ai pensé appliquer ça à des phénomènes concrets. En particulier, j'ai commencé par l'optique géométrique. Par exemple, si vous avez un bol de café hémisphérique, et si vous éclairez avec une ampoule électrique assez mince, pas quasi ponctuelle, ce bol de manière un peu latérale, ben vous constatez à la surface du café, vous avez une caustique. Et cette caustique a une structure cuspidale, c'est-à-dire qu'elle présente un point de rebroussement. Eh bien, on constate que ce rebroussement est stable. Si on déforme un petit peu si on déplace un petit peu le bol par rapport à la source, on garde la structure cuspidale de la caustique. Donc j'étais tout content. C'était une application de la théorie générale de la généricité des applications différentielles. Mais voilà, il y avait quand j'ai fait des expériences d'optique avec des lentilles et des miroirs, j'ai obtenu des singularités plus compliquées qui étaient stables et dont je ne prévoyais pas l'existence. La théorie des catastrophes, au fond, a pris naissance avec ces études de singularité d'application que je faisais en optique. Ensuite, vers les années 62-63, j'ai eu une certaine révélation en visitant un musée à Bonn, en Allemagne, le Poppelsdorfer Schloss. Et dans cette galerie, il y avait un modèle représentant, un modèle presque environ 1,50 m de hauteur, qui représentait les différents stades d'un œuf de grenouille en train de gastruler. Et j'ai été très frappé par l'aspect géométrique qu'on avait donné à ce phénomène. Et c'est en voyant ça que j'ai eu l'idée qu'on pouvait peut-être expliquer l'embryologie par des modèles catastrophiques. L'idée étant que un type cellulaire, comme l'ectoderme ou l'endoderme, peut être considéré comme un régime stable du métabolisme d'une cellule ou d'un tissu. Et c'est en utilisant un tel modèle que je suis arrivé à mes premières modélisations de l'embryologie. Alors donc, n'importe quelle discontinuité est une catastrophe selon votre théorie. Et cette catastrophe est caractérisée par un changement qualitatif. On dit, dans la nature, il y a des formes, l'espace n'est pas homogène. Dire que l'espace n'est pas homogène, c'est dire qu'il est partagé en morceaux ayant des qualités phénoménologiques différentes. Ces domaines sont séparés par des surfaces. Et si on connaît les surfaces de séparation et si on connaît les qualités locales, on peut reconstruire toute la morphologie. C'était ça le concept de base qui m'a amené à faire la distinction entre points réguliers et points catastrophiques. Les points réguliers définissant les ouverts, les domaines ouverts où la qualité reste la même ou varie continuellement. Et puis les surfaces de séparation qui étaient les points catastrophiques où la qualité saute de manière discontinue d'une qualité à une autre. Mais il peut y avoir des passages insensibles. Imaginez par exemple un milieu coloré avec du bleu en haut et du rouge en bas. Au fur et à mesure qu'on déplace un curseur, le rouge et le bleu tendent simultanément vers le violet. En fin de course, vous n'avez plus que du violet.
Il y a dans la science beaucoup d'exemples de ce type. C'est même un phénomène assez ubiquiste dans l'interprétation des morphologies. Si on n'en a pas conscience, on se prive d'une source considérable d'intelligibilité. En fait, votre théorie renonce à l'exactitude revendiquée par les lois physiques, mais elle prétend qu'il y a des continuités sous-jacentes. C'est une situation qui est difficilement comprise en science, parce que c'est une connaissance qui est à la mi-chemin entre le qualitatif et le quantitatif, et de ce point de vue-là, c'est une situation mal comprise et mal assimilée par la science contemporaine. Un des principes de base de la théorie des catastrophes, c'est qu'on peut faire une théorie de la forme indépendante du substrat. Alors, c'est-à-dire indépendante de la nature du substrat matériel, ondulatoire ou tout ce qu'on veut. Espace fonctionnel même, c'est-à-dire un espace de dimension infinie, ça marche aussi. Et évidemment, c'est là quelque chose qui choque profondément le savant lié à un matériau précis, en particulier à la matière étant le matériau typique. Prenons un exemple simple, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, pour moi, c'est associé au point pli. Ça paraît pas évident que la distinction entre le jour et la nuit, c'est un point pli. Une courbe de pli. Mais si vous regardez là, si vous considérez la Terre comme une sphère, ce qui est permis à une certaine approximation, et si vous prenez les rayons lumineux issus du Soleil, qui forment un faisceau parallèle, eh bien, il y a une courbe de contact entre la sphère terrestre et les rayons lumineux. Et passer du jour à la nuit, c'est traverser cette courbe. Comme la Terre tourne, n'est-ce pas? Chaque point tout individu qui est accroché à la surface terrestre traverse à un moment donné cette courbe, il passe du jour à la nuit, et après 12 heures, repasse à nouveau de la nuit au jour. Un autre exemple, celui qui est très simple, c'est, disons, le bord de cette table ici. C'est une arête rectiligne qui sépare la surface horizontale de la table du bord vertical de la table. Pour moi, c'est la marque d'une catastrophe. C'est pas vraiment une catastrophe, mais la marque d'une catastrophe. En ce sens que cette arête a été découpée à un moment donné dans une planche plus large à l'aide d'une scie, par exemple une scie en disque. Et ce disque est entré dans la planche en suivant une certaine droite. Mais l'effet de scier est dû au contact d'un métal avec le bois. Ça, c'est fondamentalement une catastrophe. Alors, autrement dit, la catastrophe qui est là est une catastrophe souvenir d'une situation de conflit dynamique entre un corps métallique tournant et le matériau du bois. Alors finalement, la théorie des catastrophes a vocation explicative dans l'analyse des situations complexes. Oui, alors j'ai fait allusion à la biologie. Ensuite, j'ai poussé un peu plus loin et je me suis occupé de la linguistique. Et là, j'ai dû apprendre un peu de linguistique théorique, ce qui n'était pas tellement difficile parce qu'au fond, les connaissances fondamentales en linguistique tiennent sur une page. Tout le reste, c'est du jargonnage. Mais seulement, il faut savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est jargon. Et Dieu sait si les linguistes jargonnent ici. Ce qui est important, c'est ceci, c'est que le discours parlé est sectionné par des silences de la respiration, des interruptions du flux oral, et ces interruptions sont graduées, mais enfin il y a une graduation qui est particulièrement marquante, c'est celle qui limite ce qu'on appelle la phrase nucléaire. Donc je me suis particulièrement intéressé au schéma de la phrase transitive, sujet, verbe, objet, parce que j'étais en liaison avec mes idées sur la biologie, n'est-ce pas? Quand on fait la théorie de l'embryologie des vertébrés, par exemple, ou même assez généralement des animaux, on distingue l'ectoderme de l'endoderme, et éventuellement un feuillet intermédiaire qui est le mésoderme.
Et j'ai tout de suite proposé que, en liaison avec cette idée que les spécialisations cellulaires représentaient des régimes stables du métabolisme, ces régimes stables du métabolisme devaient être liés à des propriétés fonctionnelles fondamentales de la régulation biologique. Or, une régulation fondamentale de la biologie, c'est la prédation. Les animaux doivent attraper des proies et les ingérer pour se nourrir. Nous approchons de l'heure du lunch, donc cette réflexion n'est pas complètement inopportune. Eh bien, dans la prédation, il y a un prédateur, une proie et un verbe qui est la capture. Le chat attrape le chat, mange la souris. C'est pour moi une des phrases transitives paradigmatiques que j'ai pris exactement comme, en quelque sorte, situation typique de la phrase transitive. J'ai développé cette idée en représentant toute phrase transitive par un schéma d'interaction. On peut dessiner la topologie du processus. Au départ, les deux actants, chat et souris, sont séparés sur l'axe t égale t0. Le chat voit la souris, court après, la souris tente de fuir, et le chat rencontre la souris selon une zone catastrophique de contact entre les deux organismes. À l'instant final T1, l'actant souris a disparu à l'intérieur de l'actant chat. La morphologie de cette interaction est donc décrite par le graphe. On pourra ainsi symboliser tous les processus qui sont décrits par une phrase comportant un verbe transitif unique. On peut aussi traiter la catastrophe de don. Ève donne une pomme à Adam. Cette catastrophe est essentiellement caractérisée par le graphe que voici, ferroviairement, un raccord entre deux voies parallèles. Par ce procédé, on peut ainsi fournir une interprétation topologique de la plupart des cas rencontrés dans les grammaires classiques, telles que celles du latin, du grec, du russe, etc. Par exemple, le nominatif, l'accusatif, le datif, etc. Seul le génitif fait exception. Tous ces travaux ont été consignés en 1968 dans Stabilité structurelle et morphogénèse, qui n'a d'ailleurs été publié qu'en 1972. Mais Christopher Zeeman avait lu le manuscrit et avait déjà proposé des applications. Mon point de vue était qu'il fallait se restreindre au substrat spatial ou spatio-temporel, alors que Zeeman a tout de suite vu qu'on pouvait se placer dans l'optique de la théorie générale des systèmes. Dans l'optique de la théorie générale des systèmes, tout système est une boîte noire et il communique avec l'extérieur par des entrées et des sorties. Et le but de la théorie des catastrophes, c'est, connaissant la correspondance entre entrée et sortie, reconstituer les mécanismes intérieurs à la boîte. Expérimentons un peu une boîte noire. Que s'est-il donc passé pour que l'un des personnages ressorte inanimé alors que l'autre sort intact? Reprenons avec la même boîte devenue transparente. Avec une courbe fermée, au-delà d'un certain point, c'est la chute irrémédiable, alors qu'avec une courbe en S, on peut sauter sur la branche inférieure et continuer. Dans le premier cas, c'est la destruction du système. Dans le second cas, le système échappe à la destruction par un saut. C'est une catastrophe thomienne typique. Parce que là où il y a un pli, quand on pousse le contrôle un petit peu à droite du pli, le point ne peut plus suivre, alors il va chercher une exit ailleurs. Autrement dit, la catastrophe est une réaction de défense du système quand il est poussé hors de ses voies normales. Et c'est de ce point de vue qu'il ne faut pas dire que la catastrophe est nécessairement un effet catastrophique. Au contraire, il y a énormément de cas où la catastrophe est une manœuvre de survie qui permet au système de survivre à une situation pour laquelle il n'est normalement pas fait. Ce qu'a apporté la théorie des catastrophes, c'est, si vous voulez, une vision généralisante d'un très grand nombre de cas particuliers, d'ores et déjà bien connus. Alors parlons de ce que Zeeman a proposé. Alors Zeeman, en introduisant ce point de vue, a
a proposé des interprétations d'un très grand nombre de phénomènes appartenant aux disciplines les plus diverses. Par exemple, en biologie, le battement du cœur, la conduction axonale. Alors après, Christopher Zeeman a proposé des modèles beaucoup plus hardis, en ce sens qu'il traitait des situations pour lesquelles aucune interprétation réductionniste n'était évidente. Et je pense en particulier les modèles du crack boursier, le modèle de l'agressivité du chien, le modèle de déclenchement des émeutes dans les prisons, la psychose maniaco-dépressive avec le saut d'une situation euphorique à une situation dysphorique, enfin des tas d'exemples de ce type. Alors la théorie des catastrophes permet de comprendre beaucoup de cas, mais elle n'est pas prédictive. C'est cela, il n'y a pas de possibilité de prédiction. Il y a une certaine possibilité de prédiction locale, au voisinage du point singulier qui nous intéresse, du point catastrophique, mais il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà. C'est une théorie de modèles locaux et pas de modèle global. Et de ce fait, au bout de peu de temps, la plupart des gens s'en sont désintéressés. Et la théorie a sombré. Encore tout récemment, un confrère de l'Académie m'a dit, avec le nom qu'elle avait, c'est bien naturel qu'elle ait fait naufrage. Et quelle est votre opinion sur la question ? Moi, je pense que, au contraire, c'est une théorie qui offre d'énormes possibilités dans un certain domaine, à savoir le domaine intermédiaire entre ce qui est descriptible linguistiquement et ce qui est descriptible mathématiquement, quantitativement. Je pense qu'il y a un large domaine de phénomènes qui sont entre les deux, je dirais, pour lesquels on peut offrir une description linguistique approximative et des descriptions quantitatives floues ou inexactes, qu'on peut presque toujours mettre en défaut. Et entre ces deux pôles, je crois, la théorie des catastrophes a un bel avenir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est susceptible de donner une explication de certains phénomènes qualitativement, mais pas quantitativement. Oui, et en aucun cas, on ne peut pas donner de certitude, n'est-ce pas ? Il ne faut pas accepter la possibilité d'une certitude. Votre théorie a connu une grande vogue à la suite de sa présentation en 1974 par Zeeman au colloque de mathématiques de Vancouver. Mais dès 1976, elle fait l'objet de critiques. Aristote disait, quand on jette une pierre vers le haut, elle est d'abord animée d'un mouvement forcé, biaios en grec. Elle va contre sa nature vers le haut. Mais arrivé en haut de sa trajectoire, le mouvement naturel reprend le dessus et la pierre retombe. Il y avait donc une discontinuité qualitative dans le mouvement pour Aristote, entre la pierre montante et la pierre descendante. Est arrivé Galilée, qui a fait des mesures et des expériences, du moins à ce qu'on dit, et est arrivé à la conclusion que la pierre montante et la pierre descendante avaient la même équation. Z égale Z0 moins 1 demi de GT2, pour être précis. Donc c'était la même courbe qui définissait le mouvement dans les deux cas. Donc c'était le même mouvement. Alors Aristote disait, oui, mais le mouvement forcé de la pierre qui monte, ça c'est un mouvement qui n'est pas naturel, donc c'est un mouvement accidentel, et il n'y a pas lieu d'en tenir compte en physique. Avec Galilée, on récupère cet accident. Et toute la science moderne, au fond, c'est une récupération de l'accident. Partout, on trouve des lois, et puis il y a toujours un petit résidu qu'on n'explique pas. Ce petit résidu qu'on n'explique pas, on essaye de l'organiser avec des hypothèses de nature ontologique sur les entités sous-jacentes, et ça marche. On corrige la plus grande partie de l'erreur avec le petit épicycle qu'on a rajouté,
et puis ça continue indéfiniment comme ça. C'est ce qui se passe en physique nucléaire, une physique des particules actuellement. Je crois que plus personne n'a l'espoir d'arriver à une description exhaustive de l'ensemble des particules qu'on peut mettre en évidence dans les expériences de collision à haute énergie. Plus l'énergie augmente, plus on trouve de choses. Et il n'y a aucune raison de penser qu'on ne va pas trouver des choses indéfiniment. C'est un cruel dilemme pour la physique, ça. La science moderne s'est lancée dans cette entreprise, à mon avis, désespérée de récupération totale de l'accident. Comprendre et agir ne sont pas synonymes. Expliquer vous intéresse plus que prédire, ça c'est évident. Par ailleurs, la théorie des catastrophes nous renvoie au problème des origines et des fins. Alors, c'est une théorie matérialiste ou spiritualiste? C'est difficile à dire. Je crois que ce n'est pas réellement spiritualiste, je dirais. Enfin, en tout cas, la théorie des catastrophes arrive difficilement à quelque chose comme le psychisme. Indubitablement, c'est quelque chose qui dépasse les capacités de la théorie des catastrophes en soi. Par contre, elle peut traiter l'information d'un substrat. C'est là qu'apparaît l'affinité avec Aristote, n'est-ce pas? C'est qu'Aristote disait tout être est composé d'un substrat et d'une forme. C'est l'alliance d'un substrat et d'une forme qui s'impose à ce substrat. Comme la statue, une statue d'airain, eh bien, elle provient de l'imposition d'une forme, c'est-à-dire le bord, en fait, de la statue. La statue, c'est son bord. La forme de la statue, c'est son bord. Et l'intérieur de la statue, c'est de la matière. En soi, ça n'est rien pour Aristote. En fait, nous savons maintenant que l'intérieur d'un solide peut reconstituer le solide, hein, parce qu'on peut toujours ajouter une frontière. Mais Aristote aurait dit que il est faux de dire que la matière, par elle-même, peut avoir une forme. C'est seule la matière informée qui a une forme. Bien. Alors, venons-en à ce qui s'est passé ensuite. Après la théorie des catastrophes, n'est-ce pas, j'ai de l'échec de l'échec sociologique de la théorie des catastrophes, je n'avais pas tellement été choqué par le fait que les applications n'étaient pas venues. Je dis, il y avait des raisons intrinsèques qui s'opposaient à ce que cette théorie ait des capacités prédictives, donc je ne m'étonnais pas tellement qu'elle ait échoué de ce point de vue. Mais j'ai été étonné de voir à quel point les gens refusaient le caractère malgré tout intelligible que les modèles, disons les modèles à la Zeeman par exemple, donnaient d'un grand nombre de phénomènes. Et ça m'a beaucoup surpris. Et je pense, j'en suis venu à l'idée un peu inspiré, disons, de la socio-épistémologie qui commençait à se répandre à ce moment-là, que c'était l'influence du lobby des expérimentalistes qui avait essentiellement imposé cette exclusion des recherches en intelligibilité. Je connaissais bien sûr la socio-épistémologie, j'avais lu T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, qui est un livre qui a eu quand même pas mal d'impact sur moi. Alors, que dit Kuhn? Eh bien, il dit que, en grande partie, les recherches scientifiques sont dictées par des considérations essentiellement d'inertie sociale. Et ceci est d'autant plus frappant que les disciplines sont plus expérimentales. Parce qu'une discipline qui est expérimentale, c'est essentiellement un labo, et ça peut être une énorme machine comme le CERN, ou celle du CERN, ou les anneaux du CERN, ou la grande machine qu'on va construire aux États-Unis avec 30 km de diamètre, etc., etc. Alors, dans la mesure où la science s'accroche à des dispositifs matériels exigeant une implantation considérable,
un staff, comme on dit en anglais, également considérable, et une corporation de théoriciens qui font marcher ces machines, il est évident qu'elles acquièrent un poids sociologique considérable et une inertie sociologique considérable. Et que de ce fait, la recherche scientifique va se trouver nécessairement orientée par la présence des instruments existants, beaucoup plus que par tout autre facteur. Parce que tout autre facteur est nécessairement de l'ordre de l'innovation. Et étant de l'ordre de l'innovation, il est nécessairement plus faible. Et si l'innovation s'oppose à la structure existante, elle aura d'autant plus de peine à s'imposer. Donc je me suis vu effectivement dans cette optique, la victime de l'inertie sociale. Oui, vous critiquez le caractère expérimental de la science, mais vous n'argumentez pas la défense de votre théorie. Non, non, bien sûr, mais moi je prétends que la théorie des catastrophes n'a pas besoin d'être argumentée. Il suffit de la comprendre. Mais le malheur, c'est que la plupart des gens ne la comprennent pas. C'est trop difficile, c'est trop en dehors des chemins battus. Alors, je ne vais pas me dépenser à défendre la théorie des catastrophes. Mais je m'oppose à l'argument qui consiste à dire qu'une interprétation des phénomènes naturels qui n'incite pas à une expérimentation explicite est dépourvue d'intérêt. Voilà, c'est ce que j'appelle le préalable expérimental. Les gens vous jettent à la face le préalable expérimental. Moi, je prétends qu'il ne faut pas, on n'a pas le droit de jeter en face d'une considération quelconque en science le préalable expérimental. C'est tout. Donc, si je vous entends, pour vous, la science n'est pas en voie de donner des explications définitives et sérieuses. Non, elle n'en voit pas du tout la nécessité. Ça veut dire que la science abandonne l'intelligibilité. Absolument, absolument. Son seul but, c'est de faire des prédictions qu'on puisse tester expérimentalement. Mais pourtant, semble-t-il... Ou encore des prédictions qu'on ne puisse pas tester, d'ailleurs. Ça vaut encore mieux. Mais enfin, c'est comme ça qu'on voit la science à l'heure qu'il est. La science a sûrement raison de se proposer comme but de tout expliquer. Mais elle préfère à beaucoup d'égards progresser qu'expliquer. En se disant, l'explication, ça viendra toujours bien après. Alors, cette tentation de projeter les schémas mathématiques sur le monde est toujours en usage. Et avec Galilée, ça a eu beaucoup de succès. Et même avec la physique des particules, maintenant, on en a quelques-uns qui fonctionnent pas trop mal de ces modèles plus ou moins démiurgiques. Alors, la plupart des savants pensent que c'est la bonne méthode. Et on cherche l'outil mathématique approprié pour représenter les phénomènes et on fait des prédictions et ensuite on cherchera expérimentalement à vérifier si ces prédictions sont correctes. À côté de ça, et par opposition, je pense qu'il y a une attitude plus modeste, qui est l'attitude herméneutique, laquelle consiste à interpréter les choses connues et à essayer d'imaginer l'ontologie minimale susceptible d'engendrer par des opérations justifiables ce qu'on voit. Pour conclure sur cette opposition prédire-expliquer, comment vous situez-vous dans ce débat? Je pense que, j'espère en tout cas que les idées que j'ai apportées en biologie constitueront certainement une part importante de ce que j'aurai produit moi-même. Du moins, peut-être pas immédiatement, mais quand on aura une conception un peu plus vaste et un peu plus générale des choses, si l'humanité continue, c'est un peu mon espoir qu'on mettra plus l'accent sur ce... Après tout, j'ai dans une large mesure créé la topologie différentielle en mathématiques. Je pense que dans une large mesure, j'aurais fondé la biologie théorique aussi. C'est peut-être immodeste de dire ça de ma part, mais j'ai un peu cette impression.
Vous avez l'impression d'être un précurseur. Oh bien, quand j'ai écrit Stabilité structurelle et morphogénèse, je pensais avoir un demi-siècle d'avance sur la biologie de mon temps. Je crois que j'étais encore optimiste. Vous pensez que vous avez plus que ça? Je pense que ça durera plus que ça. Oui.